Bonjour, dans le cadre du projet Textbox proposé par Christophe Bossu, afin d'aider l'apprentissage à la lecture et à la découverte de l'écriture et des auteurs au cours de français, conformément aux règles en vigueur, voici le 6e extrait proposé par Christophe Bossu, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, chapitre 1, un écueil fuyant, paru aux éditions e-book. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents. Les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tout pays et, après eux, les gouvernements des divers États des 2 continents se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet, de l'être en question. La vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué, si c'était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni Monsieur Duménil, ni Monsieur de Quatrefages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu, de leurs propres yeux de savants. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'1 mille et long de 3, on pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes, s'il existait toutefois. Or, il existait. Le fait en lui-même n'était plus niable, et, avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson de Calcutta and Burnach Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5 miles dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut tout d'abord en présence d'un écueil inconnu. Il se disposait même à en déterminer la situation exacte. Quand 2 colonnes d'eau projetées par l'inexplicable objet s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air, donc à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le gouverneur Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques, inconnus jusque-là, qui rejetaient par ces évents des colonnes d'eau, mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année, dans les mers du Pacifique, par le Cristobal Colon, de West India and Pacific Steam Navigation Company. Donc ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le gouverneur Higginson et le Cristobal Colon l'avaient observé en 2 points de la carte séparée par une distance de plus de 700 lieues marines. 15 jours plus tard, à 2000 lieues de là, l'Helvetia, de la Compagnie nationale, et le Shannon, du Royal Mail, marchant à contrebord dans cette portion de l'Atlantique, comprise entre les États-Unis et l'Europe,
se signalaient respectivement le monstre par 42 degrés 15 minutes de latitude nord et 60 degrés 35 minutes de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais. Puisque le Shannon et l'Helvetia étaient la dimension inférieure à lui, bien qu'ils mesurassent 100 mètres de l'étrave à l'étambot. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages des îles Aléoutiennes, le Koulamak et l'Umgulik, n'ont jamais dépassé la longueur de 156 mètres. Si même elles l'atteignent. Des rapports arrivaient coup sur coup. De nouvelles observations faites à bord du transatlantique le Pereire. Un abordage entre l'Etna, de la ligne Inman, et le monstre, un procès-verbal dressé par les officiers de la frégate française, la Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du commodore Fitzjames à bord du Lord Clyde, émurent profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène, mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, s'en préoccupèrent vivement. Partout dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On vit réapparaître dans les journaux, à court de copies, tous les êtres imaginaires et gigantesques, depuis la baleine blanche, le terrible Moby Dick, des régions hyperboréennes, jusqu'aux kraken démesurés, dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens, les opinions d'Aristote et de Pline, qui admettaient l'existence de ces monstres, puis les récits norvégiens de l'évêque Pontoppidan, les relations de Paul Egede et enfin les rapports de M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée quand il affirme avoir vu, étant à bord du Castillan en 1857, cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté jusqu'alors que les mers de l'ancien constitutionnel. Alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes qui font profession de science en lutte avec ceux qui font profession d'esprit versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne. Quelques-uns même 2 ou 3 gouttes de sang, car du serpent de mer, il en vinrent aux personnalités les plus offensantes. 6 mois durant, la guerre se poursuivit avec des chances diverses. Aux articles de fond de l'Institut géographique du Brésil, de l'Académie royale des sciences de Berlin, de l'Association britannique de l'institution smithsonienne de Washington, aux discussions de The Indian Archipelago, du cosmos de l'abbé Moïno, de Meitenungen de Petermann aux chroniques scientifiques des grands journaux de la France et de l'étranger. La petite presse ripostait avec une verve intarissable. Ces spirituels écrivains parodiant un mot de Linné, cité par les adversaires du monstre, soutinrent en effet que la nature ne faisait pas de sot. Et ils adjurèrent leurs contemporains de ne point donner un démenti à la nature en admettant l'existence des kraken, des serpents de mer, des Moby Dick et autres élucubrations de marins en délire.